Bonsoir, je travaille dans le champ de l'action sociale, donc j'aurais deux questions. Quelles sources de financement possibles pour un plan de relance pour l'État alors qu'on nous dit que les caisses sont vides? Y aurait-il des richesses inattendues, non communiquées qui le permettraient? Et deuxième question, quel est votre avis sur la mise en place prochaine du revenu solidarité active sur la question à la fois de l'économique et du social et de ses conséquences? Merci. Bonsoir. Aujourd'hui en France, je pense qu'il y a de la défiance un peu partout. Que ce soit justement depuis un certain temps au niveau politique, donc de la population envers les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, peu importe. Vraiment du sens, qu'est-ce que la politique, les gens qui l'incarnent, etc. Donc là, depuis peu, même si c'est encore latent depuis un certain moment maintenant, des financiers, des entreprises, des patrons, la défiance est partout. Donc, bon, là, vous parlez de gauche. Moi, je ne suis pas encarté. Je dirais j'ai une sensibilité de gauche. Même si des fois, comme vous l'avez un peu rappelé, on se demande où est-elle vraiment, se cherche-t-elle elle-même, enfin, peu importe. Comment, si effectivement, là, vous parlez d'un jeudi peut-être charnière, une charnière qui se dessinerait, alors avec, est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, comme Chirac a fait en son temps, une dissolution, je ne sais pas, une nouvelle élection déclenchée, ou est-ce que Sarkozy, éventuellement, comme il a commencé à faire son ouverture vers la gauche de façon, je dirais, intellectuellement saine ou pas, ça se discute, peu importe. Comment est-ce que 63 millions de Français maintenant, donc une question de confiance se pose, puisque la défiance est de toute façon déjà installée depuis au moins peut-être 10-15 ans, comment est-ce que les gens peuvent donc regagner confiance? Donc, après, on retourne vers justement le pouvoir d'achat, etc. Toute cette question-là de confiance et de défiance installée depuis un certain temps, comment composer avec elle et comment donc peut-être donc un parti comme le vôtre, le PS, va-t-elle composer avec cette problématique de fédérer des énergies? Moi, je me pose la question. Voilà. Merci. Oui, j'avais une question un peu dans le prolongement de celle de tout à l'heure sur les plans de relance et sur le financement. Et quelles conséquences sur sur la fiscalité peut-être, hein, donc à terme. Enfin, quand je parle sur le financement, je pense plus pour les États-Unis, où ils ont déjà un taux d'endettement énorme. Donc comment financer ces plans de relance et donc quelles conséquences sur le futur, sur les ménages futurs, voilà, sur le revenu donc, du ménage futur. Voilà, merci. Vous avez parlé de plan de relance, mais on a déjà fait ça dans les années 80. Et quand un pays n'a plus de tissu industriel, on sait que le plan de relance, c'est pour favoriser le voisin qui en a un. Et donc, dans les années 80, on a relancé l'Allemagne. Et ce coup-là, qu'est-ce que peut faire un plan de relance en France, sinon relancer la consommation à l'extérieur? Et ça sera peut-être pas seulement l'Allemagne, mais on va relancer la Chine. Et alors, moi, mon gros problème au niveau de l'issue possible de la crise, c'est quelle va être la position de la Chine, qui a une grosse contradiction, une économie ultra-libérale et un pouvoir politique dictatorial. Et moi, je crois que quand vous disiez on ne sait pas de quoi va être fait l'année 2009, chez nous, ça va poser des problèmes, mais je crois que j'ai l'impression que la solution ou les événements les plus graves ne vont pas forcément être chez nous. Et j'ai peur de la réaction de la Chine, quoi, parce que s'il n'y a pas de redressement de la consommation et qu'on n'apporte pas de solution mondiale, quelle va être sa position? Elle va dire que c'est la faute du capitalisme. Elle va trouver une solution politique et puis alors les conséquences. Moi j'ai toujours peur des pays qui vont trouver des solutions dans la relance de l'armement, quoi. Parce que ça s'est déjà passé dans l'histoire, on a déjà des leçons.
Oui, c'est un peu le discours, enfin la réflexion que je voulais amener. Donc pour compléter, selon vous, par quel type de production pourrait s'appuyer une relance de l'économie par la demande en France ? Bonjour, j'aimerais savoir, d'après vous, ce que vous pensez qui va se passer dans les années à venir et à plus long terme. Est-ce qu'on va finir par changer de système ou rester dans l'engrenage jusqu'à une nouvelle crise? Alors, moi je suis très content des questions qui viennent d'être posées parce que ça va me permettre d'étayer un point sur lequel j'avais peur d'être trop long dans mon exposé, qui est l'argumentaire autour du retour de la relance, parce que je pense qu'il y a un véritable tabou sur cette affaire. Tout d'abord, beaucoup de commentateurs confondent relance de la demande et relance de la consommation. Alors pour ceux qui ont fait un peu d'économie, je suis peut-être professeur d'économie dans la salle, la demande c'est consommation plus investissement. Et lorsque Keynes parle de relance de la demande, il pense avant tout à la relance de l'investissement. L'investissement c'est quoi? C'est une demande au sens où c'est la demande de biens d'équipement de la part des entreprises. C'est le fait que lorsque Renault investit, eh bien, il va acheter des biens d'équipement à ses sous-traitants. Il va acheter des machines aux entreprises qui fabriquent des machines. Donc c'est ça, avant tout, la relance. C'est pas seulement le SMIC qu'on va augmenter. Bon, ça c'est la relance de la consommation. Mais un des volets essentiels de la relance, c'est la relance de l'investissement dans un contexte où eh bien, les entreprises n'investissent pas alors qu'elles pourraient le faire. Lorsque les libéraux disent « Non, non, vous relancez la demande, mais ce qu'il faut, c'est relancer l'offre », en assimilant à tort l'offre à l'investissement, ils commettent une erreur. Parce que l'investissement, c'est de la dépense, très précisément. Et là où ils commettent une erreur, c'est que dans les pays européens, je parlais de la France et de l'Allemagne, qui sont noyaux durs, il n'y a pas de problème d'offre, au sens propre du terme. L'offre étant l'offre de travail, c'est-à-dire les gens prêts à travailler. Vous avez 5 millions de chômeurs et de précaires. Si vous prenez les 8 catégories de la NPE qui recensent les demandeurs d'emploi, puis vous avez 15% de taux d'épargne, qui est un taux d'épargne record dans notre pays. Et l'épargne, c'est l'offre de capital, c'est de l'argent qu'on met à disposition de ceux qui veulent investir. Donc il n'y a pas de problème d'offre. Le vrai problème dans l'économie française, c'est que nous avons très précisément un excès d'offres qui se matérialise par un excès de chômage et un excès d'épargne, et que, eh bien, il y a un défaut de dépenses. Les entreprises ne dépensent pas alors qu'elles pourraient le faire, qu'elles pourraient mobiliser l'épargne pour le faire, et les ménages ne consomment pas suffisamment. Le principal problème macroéconomique, c'est ça, et c'est le problème qui justifie le retour des politiques keynésiennes, qui par ailleurs, en relançant l'investissement, ont un effet beaucoup plus bénéfique sur l'offre qu'on ne le croit. Ce vieux débat entre Kaldor et Friedman en Grande-Bretagne, lorsque Thatcher disait il faut des politiques d'offre, et que les keynésiens disaient, parce que Thatcher était conseillé par Friedman en 1980, les keynésiens faisaient des rapports pour l'expliquer que non, si vous faites ça, vous allez détériorer la compétitivité de l'économie britannique, contrairement à ce que vous pensez, parce que les entreprises ne vont pas investir. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Nous menons depuis 25 ans des politiques d'offres, en pensant que les profits d'hier pouvaient être les investissements d'aujourd'hui et les emplois de demain. Bon, on a des taux d'épargne records, etc. Bon, les entreprises n'investissent pas. Et nous perdons en compétitivité, non pas parce qu'on fait de la relance. Nous avons aujourd'hui un déficit de 51 milliards, qui est un déficit record du commerce extérieur. Je rappelle qu'en 83, converti en euros, c'est 21 milliards de déficit. Et je souligne que si M. Sarkozy appliquait la même politique qu'il applique aujourd'hui et que nous étions dans le contexte de 1983, avec le franc, il aurait subi une crise de change beaucoup plus grave que celle que M. Mauroy a subie à l'époque. Il aurait été obligé de dévaluer, en clair. Bon. Donc, le problème, c'est pas que la demande se heurte à la contrainte extérieure, c'est que les politiques d'offre sont inefficaces et que la question posée est de savoir si les politiques de demande sont aujourd'hui appropriées. Je pense que le diagnostic économique nous pousse à justifier les politiques de relance
de l'investissement et de la consommation dans un contexte où nous sommes en sous-emploi et en Europe en excès d'épargne. Les États-Unis, c'est un autre cas de figure. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors après, est-ce que relancer la demande, c'est verser de l'eau dans le sable? Comme le disait M. Fillon il n'y a pas si longtemps. Et notamment, est-ce que lorsque vous relancez la consommation en augmentant le pouvoir d'achat, comme le propose la gauche, c'est verser de l'eau dans le sable? Là, il y a beaucoup d'idées reçues. Sur 1000 milliards de dépenses en biens de consommation, c'est le chiffre de la comptabilité nationale, seuls 70 milliards se portent sur les biens importés. C'est-à-dire que l'essentiel de la consommation se porte sur le marché intérieur. Donc, vous ne pissez pas dans le sable quand vous lancez la consommation. Et pour cause, puisque la consommation a été le principal moteur de la croissance au cours de ces dernières années, depuis le début de la décennie. Ça veut bien dire que la consommation des ménages français ne s'est pas portée sur les produits étrangers, sinon ça n'aurait pas été le moteur de la croissance. Alors, malheureusement, c'est insuffisant, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la consommation des classes riches, essentiellement, qui a été le principal moteur de la croissance. Puisque les ménages à bas revenus subissent la crise du pouvoir d'achat. Alors certes, il y a les filets de sécurité, et le président de la République lui-même est en train de se rendre compte que le modèle social français est un amortisseur de crise, il l'a dit lui-même. Et que la France a peut-être mieux résisté sur le terrain de la récession, parce qu'elle avait des politiques de redistribution qui, malgré toutes les attaques qui ont été réalisées, continuent à tenir la route. Bon, mais tout ça pour vous dire que quand vous relancez la consommation, ça a un effet. Ça a un effet d'autant plus que la consommation, c'est des débouchés pour les entreprises qui investissent, qui aujourd'hui ont des capacités de production sous-utilisées. On parlait d'automobiles où ils sont en dessous de 40 voire de 30% de taux d'utilisation des capacités de production, mais c'est un peu pareil partout. Ça veut dire que si vous relancez la demande, il n'y a pas de rigidité de l'offre. Au sens où si vous êtes à 40% d'utilisation des capacités de production alors que le taux normal c'est 75 à 85, bon, ça veut dire que si vous relancez la demande, les entreprises peuvent produire. Et puis si elles arrivent à 85, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, il y a ce que l'on appelle un effet accélérateur, qui signifie que les entreprises, constatant un surcroît de demande, vont investir. Et la meilleure façon pour que ces entreprises accroissent leur capacité de production, c'est qu'elles aient des débouchés. Alors après, on peut toujours se poser la question de savoir s'il faut produire des voitures, des vélos, des éoliennes ou des centrales nucléaires. Mais dans un cas comme dans l'autre, si vous créez de la richesse, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, on peut même produire de la santé, de l'éducation, ça sera de la croissance aussi, mais de la bonne croissance, il faudra dépenser. Et le problème, c'est la dépense, aujourd'hui. D'où l'importance des mesures de relance, et si possible, ciblées vers des dépenses qui soient des dépenses porteuses d'avenir. Ça, c'est susceptible d'entraîner ce que les économistes appellent un effet multiplicateur, au sens où, lorsque vous relancez la dépense, très concrètement, lorsque vous relancez l'investissement, je vais prendre l'exemple le plus à droite, vous relancez l'investissement, les entreprises achètent des machines. Les entreprises qui fabriquent des machines reçoivent du revenu des entreprises qui achètent des machines. Donc elles vont distribuer ces revenus à leurs salariés, qui vont en consommer une grande partie, qui vont en épargner une autre. Et la partie consommée va alimenter la demande aux entreprises qui fabriquent des biens de consommation sur le territoire national, qui elles-mêmes vont distribuer du revenu à leurs salariés, qui eux-mêmes vont consommer des biens de consommation produits sur le territoire national ou ailleurs. Bref, c'est ça qu'on appelle l'effet multiplicateur, où par vagues successives, les flux de revenus distribués vont alimenter les débouchés des entreprises. C'est ça l'effet multiplicateur. Et en bout de course, plus de production, c'est plus de recettes fiscales, et c'est des budgets qui finissent par s'équilibrer si vous avez été en déficit au début pour engager la dépense. C'est ça le principe des politiques keynésiennes. C'est pas de faire des déficits pour faire des déficits, c'est de provoquer de la croissance et d'équilibrer en fin de course les budgets par des recettes fiscales. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les déficits se sont-ils creusés?
au cours de ces 20 dernières années, c'est pas parce qu'on a fait trop de dépenses. Là encore, il y a une idée reçue. Les déficits sont creusés, paradoxalement, au moment où les États ont fait moins de dépenses. La dette publique explose à partir de 1993. Vous ne pouvez pas dire que 1993, Balladur était socialiste. Vous ne pouvez pas dire que, au moment de la qualification pour l'euro en 80, c'était pas au foot, hein, c'était pour la monnaie unique en 96, avant la dissolution, vous ne pouvez pas dire que Juppé et Chirac étaient franchement socialistes, quand il y avait quelques millions de personnes dans la rue. Bon, ce qui s'est passé très simplement, c'est que quand vous faites des projets de loi de finances avec des objectifs de croissance de 2,5 et que vous êtes en dessous parce que vos politiques libérales ont échoué à stimuler la croissance, qu'elles ont baissé les impôts de catégories qui contribuaient fortement au budget de l'État, au bout du compte, vous avez des recettes fiscales qui manquent. C'est ça qui explique le creusement des déficits. La part des dépenses publiques n'a pas augmenté depuis 25 ans. Elle est restée pile poil, comme dirait l'autre, à 53% du PIB. Les dépenses de l'État, la part des dépenses de l'État a même baissé de 2 points, passant de 25 à 23% du PIB. Ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales, santé, retraite, passant de 27 à 30. Bon, et dans les dépenses de l'État, les dépenses de fonctionnement qu'on fustige tant, santé, éducation, recherche, etc., ont baissé de 5 points. Bon, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas fait de rigueur budgétaire. Au contraire, on a trop reproché, notamment à la gauche, d'en avoir fait. Bon, donc le creusement des déficits, c'est pas ça. C'est tout simplement le fait que les politiques libérales ont échoué à stimuler la croissance, donc moins de croissance, c'est moins de recettes, en plus elles ont baissé les impôts de ceux qui contribuaient fortement au budget de l'État. Donc la dette a explosé pour ces raisons-là. Alors aujourd'hui, il y a une urgence. On se rend compte qu'il faut redevenir keynésien et qu'il faut relancer. Alors pour financer un plan de relance, vous avez en théorie 3 instruments qui sont, premièrement, la création monétaire, c'est interdit par les statuts de la BCE. Deuxièmement, l'impôt. Bon, on peut discuter de la bonne réforme fiscale, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Vive l'impôt, où il y a le projet d'une véritable réforme fiscale de gauche, qui d'ailleurs avait été reprise en partie dans les textes du PS avant que notre candidate ferme le débat au moment de la campagne présidentielle, malheureusement, puisqu'on n'avait pas le droit de parler d'impôts. Il paraît que ça faisait perdre des voix, donc on n'a pas parlé d'impôts, et l'autre a passé son paquet fiscal une fois qu'il est arrivé. Bon. Mais la réforme fiscale de gauche, elle existe dans les textes du Parti socialiste. Bon. Et puis vous avez un troisième instrument qui s'appelle l'emprunt. Et je vous parlais tout à l'heure, à dessein, du taux d'épargne de 15%. Alors, ce que je veux dire par là, parce que je n'ai pas développé cette idée, c'est que, premièrement, les caisses ne sont pas vides, et que, deuxièmement, on peut puiser dans cette épargne. Les caisses ne sont pas vides. Pourquoi ? Les caisses ne sont pas vides. On n'est pas dans le cas islandais où ils sont en véritable faillite. On n'est pas dans ce cas-là parce que dans un compte de patrimoine, vous avez un actif et un passif. Si vous prenez le compte de patrimoine de l'État et que vous faites la différence entre les actifs, c'est-à-dire les bijoux de famille, les participations de l'État dans l'entreprise, les infrastructures qu'il détient, les écoles, les universités, etc. Les monuments, bon. Et que vous mettez de l'autre côté la dette, le solde est positif. Il représente 26% du PIB. Donc la France n'est pas en faillite. D'autre part, elle peut puiser dans l'abondante épargne qui ne sert pas à financer l'investissement, 15% du PIB. Car si l'État ne le faisait pas, n'utilisait pas cette épargne pour engager de la dépense publique, nous aurions plongé beaucoup plus rapidement encore dans la récession. Et l'État peut le faire d'autant plus que nos épargnants adorent la dette publique. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les épargnants ? Pas les produits dérivés. Qu'aiment les épargnants français, ils sont pas cons. C'est le livret A,
Et c'est les obligations d'État. Si bien qu'on peut émettre des obligations d'État à des taux d'intérêt très bas aujourd'hui. Tout le monde se rue sur les obligations d'État, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr, surtout par les temps qui courent sur le marché action. Donc l'État n'a aucun problème pour financer sa politique publique. Les 40 milliards, 360 milliards, etc., c'est financé par l'emprunt. Il n'y a aucun problème aujourd'hui pour financer la politique publique. À très bas taux, même si c'est inefficace, ça finira par peser sur le contribuable. Mais précisément, le vrai débat, c'est pas est-ce qu'il y a les marges de manœuvre ou pas. On les a. La seule contrainte, c'était le pacte de stabilité, il a sauté. On a ces marges de manœuvre, le seul vrai problème, c'est de savoir si elles sont bien utilisées. Je vous signale que le paquet fiscal a été financé par la dette et par l'emprunt, et que ce paquet fiscal ne sert à rien, parce qu'il alimente l'épargne et non pas la croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous signale que les 10 milliards plus 10 milliards qui vont être mis dans le plan de sauvetage des banques vont servir à rien. Vous additionnez 10 milliards plus 10 milliards plus 13,8 milliards, ça vous fait déjà 33,8 milliards de gaspillés. Vous voyez où sont les termes du débat. Vous mettez en face la RGPP, qui s'appelle la Revue Générale des Politiques Publiques. Je faisais une conférence ce matin auprès des mutualistes, quelqu'un disait le ratiboisement général des politiques publiques. Bon, c'est 30 000 emplois de moins tous les ans, dont 20 000 cette année, sans doute dans les hôpitaux. C'est 30 000 emplois, c'est 500 millions seulement, à côté des 33 milliards qui ont été gâchés. Et santé, éducation, recherche, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas porteur d'avenir. Même les économistes les plus réacs vous expliqueront qu'aujourd'hui c'est du capital humain, que c'est des dépenses porteuses de croissance endogène. Bon, malheureusement, certains considèrent aujourd'hui que c'est des dépenses de fonctionnement et que les dépenses de fonctionnement, ça ne sert à rien. Mais bon, moi je ne sais pas faire de la recherche sans chercheur, je ne sais pas soigner des malades sans infirmière et sans médecin, et je ne sais pas enseigner sans enseignant. Ça s'appelle du fonctionnement, mais ça a aussi un effet sur ce qu'on appelle communément la croissance économique. Bon, donc vous voyez où sont les termes du problème. Moi je pense que aujourd'hui beaucoup d'idées reçues sont en train de tomber. Quand je tenais ce discours, je m'évertuais à expliquer ça sur les ondes. Il y a un an, personne ne comprenait rien, quoi. Et puis là, il se trouve que le gouvernement a trouvé tout d'un coup, à chaque fois, des coûts de dizaines de milliards, et les gens finissent par se dire, ah ben oui, tiens, comment ils font pour financer tout ça ? Ils empruntent. Ils empruntent. Et s'ils empruntent, c'est qu'il y a des gens qui prêtent. Et c'est qui prête ? C'est les épargnants. Et la dette publique française, c'est pas les Chinois qui la détiennent. La moitié, c'est les épargnants français. Et le reste, c'est beaucoup d'épargnants européens qui la détiennent. Les Américains ont beaucoup plus de problèmes que nous. Parce qu'ils n'ont pas d'épargne, très précisément. Là, quelqu'un parlait de la Chine et des États-Unis, mais là, il y a une vraie source de tension future, c'est que les Américains n'ont pas d'épargne. Le taux d'épargne américain, c'est 0,9% du PIB. Nous, on est à 15%. Ça veut dire que non seulement les ménages pauvres sont endettés, mais que les riches qui chez nous épargnent, qui achètent des Ferrari, mais bon, qui épargnent l'autre moitié, là-bas, ils flambent tout. Ils achètent un peu d'actions, ce qui fait qu'il y a un petit peu d'épargne, 1% du PIB, mais pour le reste, ils sont aussi endettés que les pauvres. Donc ils n'épargnent pas, les Américains. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Donc qui finance leur déficit budgétaire ? C'est les Chinois. C'est l'épargne chinoise, réalisée sur les excédents commerciaux chinois. C'est l'Inde, c'est les fonds souverains, etc., qui détiennent la dette publique américaine. Avec un problème, c'est que les Américains remboursent cette dette avec ce qui s'apparente à de la monnaie de singe. D'autant que leur commerce extérieur est déficitaire. Donc quand vous avez un commerce extérieur déficitaire, votre monnaie tend à se déprécier. Si vous remboursez les Chinois, les Indiens, les Arabes qui tiennent votre déficit budgétaire avec de la monnaie qui se déprécie, au bout d'un moment, les émirs, quand ils vont échanger leurs dollars contre la monnaie du coin pour acheter leur grosse bagnole, vont se rendre compte que ça vaut moins. Donc ils vont se poser la question de savoir s'il ne faut pas diversifier les réserves de change.
Donc revendre les avoirs en dollars, mettre à la place des euros. Puis si ça ne marche pas, ils vont peut-être augmenter le prix du pétrole. Bon, donc vous voyez les sources de tension qui peuvent exister. Pour le moment, la dette américaine est encore ce qu'on appelle de la dette souveraine. C'est-à-dire qu'elle est acceptée par le monde entier. Et tant que vous n'avez pas une monnaie concurrente, comme le dollar a été concurrent de la livre au moment des accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale, ça peut durer longtemps. Sauf que c'est quand même assez explosif, parce que si le dollar se déprécie, les autres ne vont pas être contents, l'euro va s'apprécier, ce qui va poser des problèmes de compétitivité pour l'Espagne, l'Italie et la France, beaucoup plus que pour l'Allemagne. Donc un jour ou l'autre, il va y avoir des tensions. Pour le moment, ça ne se voit pas parce que ça se règle par les faillites et par le chômage. Mais le jour où ça sera plus supportable, il y aura un problème. Et puis les Chinois, quand même parlé des Chinois tout à l'heure. Moi, je vois pas la menace du côté de la Chine. Parce que les Chinois sont en train de recentrer leur réflexion sur le marché intérieur. Et ils sont en train de se dire, bon, recycler notre épargne dans la dette américaine qui va plus forcément valoir grand-chose dans quelques temps, c'est pas forcément un bon plan. Surtout que les Américains, au bout du compte, vont plus tellement nous acheter nos produits. Il faut finir par se désendetter, reconstituer leur épargne, et pas forcément acheter du textile chinois. Tout du moins, ils vont en acheter moins. C'est bien que le taux de croissance, déjà, est passé de 10 à 7%. En dessous de 7%, ils ont des problèmes, les Chinois. Est-ce que tous les paysans qu'ils ont fait venir pour construire les immeubles, etc., dans les villes, ils ne vont pas revenir à la campagne. Alors, s'ils reviennent à la campagne, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc, ils sont obligés de faire de la croissance. Donc, comment ils vont faire ? Ils vont développer leur marché intérieur. Moi, je vous fais le pari que d'ici quelques années, les Chinois développent leur demande intérieure, relèvent leurs normes sociales. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup moins libéraux qu'interventionnistes. Leurs marchés financiers sont réglementés. Et ils vont se poser le problème de l'alignement vers le haut des normes sociales. Et donc, l'enjeu, peut-être dans le cadre de la coopération internationale, c'est de les y aider. Et le contrôle du libre-échange, dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre d'un tarif extérieur commun ou de barrières à la frontière européenne, pourrait avoir pour but, très précisément, de les inciter à développer leur marché intérieur et d'aligner leurs normes sur les nôtres. Donc, vous voyez que, là encore, le débat sur le protectionnisme à l'échelle européenne n'est pas forcément incongru, et que le bilan qu'on peut tirer du libre-échange n'est pas forcément celui auquel on pense spontanément. Alors, enfin, le RSA. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Les caisses ne sont pas vides, et il y a la possibilité de financer les plans de relance, mais à condition que ce soit efficace, parce que si ce n'est pas efficace et qu'il n'y a pas d'effet, ça va creuser les déficits, ça pèsera forcément sur ceux qui payent l'impôt, qui sont plus les riches, puisqu'il y a un bouclier fiscal. Bon, ça c'est bon. Mais pour le moment, il y a encore des marges de manœuvre. Alors, l'URSA, pour terminer, c'est le nouveau nom donné au RMI. Et le RSA a deux volets. Un volet lutte contre l'exclusion, puisqu'on maintiendrait l'ancien RMI sans condition pour l'octroi des allocations, et puis un volet emploi, c'est-à-dire la carotte, consistant à permettre à l'allocataire du RSA, s'il cumule un emploi précaire, il faut appeler les choses comme elles sont, de bénéficier non seulement de la partie ex-RMI, mais en plus de la partie emploi, la partie carotte. Si vous voulez. Bon, si vous voulez, tous ces dispositifs type RSA
ou prime pour l'emploi, ou même le dispositif TEPA, là, le paquet fiscal sur les heures supplémentaires, c'est des dispositifs qui sont pensés dans l'esprit des experts en considérant que l'économie tend vers le plein emploi. Alors, c'est quoi le plein emploi pour un économiste? C'est une situation où plus personne ne veut travailler plus. Parce que s'il travaille plus, il sera payé moins. Donc il n'a pas intérêt à travailler plus. L'hypothèse que font les économistes qui réfléchissent à ces dispositifs et qui pensent qu'on est en plein emploi, c'est que si on veut que les gens travaillent plus, s'ils travaillent plus, leur productivité sera plus faible, donc ils toucheront moins, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas travailler plus. Dans les hypothèses théoriques qu'il y a dans les manuels, si vous voulez, on admet une hypothèse dite de productivité marginale décroissante, on suppose que l'économie est contrainte soi-disant par l'offre parce que personne ne veut travailler plus, qu'on ne peut pas accroître le stock de machines à court terme, et que si on veut produire plus, eh bien, le gars qui va produire plus sera moins productif, donc il faudra le payer moins. Bon, et donc il faudra le payer moins, il ne veut pas travailler plus, donc on est en plein emploi parce qu'on ne peut pas produire plus. Donc si on veut que les gens produisent plus en travaillant plus, il faut des carottes. Et donc, on a inventé la carotte de la prime pour l'emploi, la carotte du revenu du RSA et la carotte des heures supplémentaires en pensant que l'économie était en plein emploi. Le problème, c'est que l'économie n'est pas en plein emploi, si vous voulez. Et que vous pouvez donner toutes les carottes que vous voulez, le gars qui voudra l'attraper ne trouvera pas d'emploi. Parce qu'on est en sous-emploi, que vous avez plein d'individus qui accepteraient de travailler aux conditions les plus précaires, même sans carottes, mais les entreprises n'embauchent plus. Pas parce que les gens sont des fainéants et qu'ils ne veulent pas travailler plus pour gagner moins, mais parce que tout simplement, il y a une panne d'investissement. Les entreprises n'investissent pas suffisamment. Si vous prenez la courbe des taux d'investissement sur le long terme depuis 20 ans, ça fait ça. La courbe des profits, elle fait ça. La courbe des taux d'investissement, elle fait ça. Bon. Donc, le vrai problème, il est là. Il est qu'il y a une situation de sous-emploi chronique qui est liée au fait qu'il n'y a pas d'investissement, qu'il n'y a pas suffisamment de dépenses dans l'économie, il n'y a pas suffisamment de bonnes dépenses dans l'économie, si bien que le chômage, comme disait Keynes, c'est purement involontaire. Et que donc ces dispositifs, non seulement sont de très mauvais instruments de politique de lutte contre le chômage, parce que ça ne créera pas un seul emploi que d'inciter les gens à accepter des emplois qui n'existent pas. Vous avez aujourd'hui, vous aviez avant la crise 300 000 emplois vacants, recensés par les instituts. Dans la restauration, le bâtiment, essentiellement. Pas dans la nouvelle économie où on n'a pas investi, précisément. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est déjà occupé par les sans-papiers. Bon, donc il n'y a pas tellement d'emplois vacants, si vous voulez. Hein. Preuve que l'économie est parfaitement en sous-emploi. Il y a des gens qui voudraient bien travailler, mais il n'y a pas d'emploi. Bon, donc des instruments qui sont incapables de créer un seul emploi, et puis ce sont des instruments qui sont de très mauvais moyens de lutte contre la pauvreté, puisqu'ils excluent ceux qui en ont vraiment besoin. Par exemple, les vrais RMistes exclus du marché du travail bénéficient pas de la mesure novatrice du RSA. La partie emploi du RSA est faite pour bénéficier à tout casser à 100 000 des anciens RMistes qui sont au nombre de 1 100 000. Donc, si vous prenez les réactions des associations type ATT Quart Monde, des associations de lutte contre la pauvreté, ils sont ulcérés par ce type de dispositif, qui culpabilisent les exclus de ne pas chercher des emplois, mais qui non seulement sont inefficaces en période de sous-emploi, et puis ne versent pas un seul centime à ceux qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les vrais pauvres. Donc moi, c'est la raison pour laquelle le RSA, la prime pour l'emploi, moi j'ai toujours été extrêmement sceptique. Et moi je préfère une bonne réforme fiscale
où l'on crée un véritable impôt républicain sur le revenu progressif assis sur l'assiette la plus large possible, avec un abattement sur la première tranche d'imposition, et cet abattement, eh bien, revient tout simplement à redistribuer du revenu en direction de tous les ménages modestes, qu'ils soient dans l'emploi ou pas. Donc ça reviendrait à supprimer la prime pour l'emploi et le RSA, et à distribuer, si vous voulez, un crédit d'impôt à tous les pauvres, qu'ils soient dans l'emploi ou pas. Et ça peut se faire dans le cadre d'une réforme fiscale où on fusionne la CSG et l'impôt sur le revenu. Une réforme fiscale où la CSG est une assiette très large qui permet de couvrir une grande majorité de la population pour mettre en œuvre le principe de la participation à la solidarité nationale selon sa faculté contributive. Et puis sur cette assiette-là, on met un barème de 10 tranches qui monte de 5 en 5, et puis un abattement sur la plus basse tranche qui évite à ceux qui payent aujourd'hui la CSG d'en payer trop, quoi. Voilà un peu le dispositif auquel on peut penser si on réfléchit à une fiscalité progressive sur le revenu qui permet véritablement de lutter contre la pauvreté par la redistribution. Quant à l'emploi, il ne faut pas confondre. L'emploi ne se gagnera pas sans une certaine reprise de la bonne croissance. Et là, je m'adresse aux écologistes. Il y a une bonne croissance, il y a de bonnes dépenses, il y a une bonne abondance. Et puis sans une réduction du temps de travail, puisque à partir du moment où l'humanité réalise des gains de productivité, sans utiliser les grands mots, si on produit plus en un temps donné, on peut travailler moins. Si en travaillant moins, on peut produire plus, on ne va pas se gêner pour répartir le temps tout au long de la vie entre la partie travaillée de plus en plus faible, et puis la partie consacrée à l'épanouissement de plus en plus importante. Et d'ailleurs, c'est la tendance séculaire qu'on observe, que cette tendance à la réduction du temps de travail, à l'augmentation des gains de productivité, à l'augmentation du temps libre, à l'augmentation des revenus, puisque plus de productivité permet de distribuer du revenu. Bon, c'est le sens du progrès, c'est un problème de partage du gâteau, et tout ça ne peut se mettre en musique, si vous voulez, sans une certaine maîtrise collective de la production du gâteau, parce qu'il ne s'agit pas de produire n'importe quoi, et la répartition des revenus issus de la production de ce gâteau, qui engage la réduction du temps de travail, la répartition des gains de productivité, les transferts sociaux, la partie socialisée, etc. Bref, si vous voulez, si je tente une définition générique du socialisme, c'est tout simplement la maîtrise collective et démocratique de la production et la répartition des revenus. Mais ça, c'est pas un programme de moralisation du capitalisme. Et toutes les mesures que j'ai indiquées, dans mon esprit, sont des mesures de transition. Alors à l'époque, on parlait de programme de transition quand on utilisait les grands mots. Mais c'est tout à fait ça dont il s'agit aujourd'hui. Pensez un plan de relance, pensez l'entrée dans le capital des banques, pensez la régulation des marchés financiers, pensez une nouvelle stratégie industrielle et donc contrôle du capital des entreprises stratégiques, pensez une nouvelle réforme fiscale. Je n'ai pas parlé de fiscalité des entreprises, mais on pourrait en parler. Pensez contrôle des licenciements boursiers, etc. C'est un véritable programme de transition, au sens de la transition d'un système économique vers un autre, du capitalisme financier vers un système un petit peu plus socialisé, sans utiliser les grands mots. Je crois que l'enjeu pour tous les progressistes, il est là aujourd'hui, et malgré la multiplication des chapelles et des anathèmes, j'ai espoir quand même qu'ils finissent tous par se retrouver. Et nous sommes véritablement dans un moment charnière. Alors, je ne sais pas, il y a une dernière question, donc je vous réserverai la chute à plus tard, quoi. C'est pas spécialement une question. Non, mais il y avait une question. Ah, pardon, mais excuse-moi, je vais commenter sur une dernière série de questions. Moi, j'avais deux petites questions. Une question technique sur la Chine. Vous nous disiez que la Chine réfléchissait peut-être à élever ses normes intérieures.
En tant que norme, vous parlez de salaire pour la consommation, vous parlez aussi de conditions de travail. Parce que si on peut comprendre l'intérêt qu'aurait la Chine à avoir des emplois mieux rémunérés et donc une demande intérieure plus forte, a priori, comme ça, on ne voit pas forcément pourquoi ça les ferait travailler moins ou dans de meilleures conditions. Et deuxième question, sur la partie plus politique de votre exposé, je suis satisfait d'avoir je suis enthousiasmé même d'avoir ce genre d'écho du Parti Socialiste, parce que jusqu'à présent, les nouvelles qu'on en avait via les médias étaient relativement ternes, mais ça semble, pour moi, ça me semble un peu nouveau, puisqu'il y a quelques mois, comme vous le disiez, il y avait toutes sortes, de toute autre discussion au sein de ce parti, notamment de savoir si on allait s'allier avec le centre ou pas, en sachant que celle qui était la tête de file de cette position avait quand même quasiment la moitié des votes, si je ne dis pas de bêtises, sur les élections internes. Donc j'aimerais bien savoir comment on peut espérer que cette petite moitié de militants rejoignent une ligne aussi différente de ce qu'ils ont pu soutenir il y a quelques mois. C'est un choix de la section d'avoir fait venir Liam ce soir. Oui, ma question est un petit peu plus technique. Moi, je pense que je doute de la confiance du fait que, quand on voit la profondeur de la crise, on se demande pour combien de temps il y en a, ça va coûter combien, et surtout qu'on avait déjà des dettes, alors je ne sais pas comment on va sortir de ce piège. Donc, je te laisse conclure. Alors sur les dettes, je pense avoir répondu. Quelques mots, Philippe. L'endettement appartient au champ de l'activité économique. Une entreprise qui se développe s'endette pour financer ses investissements. Un ménage qui acquiert un appartement s'endette. Bon, parfois trop aux États-Unis ou en Espagne, mais en France, il s'endette à raison. Bon, La dette de l'État. Oui, mais moi je préfère une situation à la française où les ménages privés sont peu endettés et l'État endetté pour financer avec sa signature la politique publique, qu'une situation à la britannique et à l'américaine où les ménages privés sont endettés et où toute la machinerie financière qui finance cet endettement s'est trompée et est en train de nous mener à la déroute en dilapidant des trillions de dollars et d'euros, parce que c'est à coup de trillions. Bon. Alors après, effectivement, il y a le débat sur la bonne orientation de la politique publique, et c'est là que le débat politique doit reprendre ses droits. Moi, je ne suis pas pour m'endetter pour faire de l'endettement. Je pense que l'endettement actuel du gouvernement est catastrophique parce que c'est de la mauvaise dette. C'est une dette qui finance de la mauvaise dépense. Moi, je ne suis pas favorable à un endettement qui finance les paquets fiscaux, qui finance à perte les plans de sauvetage des banques. Ça, c'est de la mauvaise dette. Donc, il y a un vrai débat. J'ai dit, il y a un gaspillage d'au moins 34 milliards. Bon, ça justifie d'ailleurs la motion de censure qui a été défendue aujourd'hui par la gauche. Et ce qui nous mène précisément aux débats futurs électoraux. Alors justement, pour vous répondre, ceux qui ont perdu le Congrès ne rêvent que d'une chose, au PS. C'est qu'on parle d'eux, et les médias les aident bien, et qu'on perd les élections européennes. Il y a une jurisprudence Rocard à 19%, avec un PS en dessous de 19%, je peux vous garantir que vous avez, sur le retour, sur le tapis, l'alliance avec un Bayrou qui sera autour de 10, dans quelques mois. Donc c'est pour ça que je vous disais, la pire des solutions serait de sanctionner aux prochaines élections un PS convalescent qui est en train de prendre conscience qu'il faut faire un droit d'inventaire et que la période charnière dans laquelle on est, eh bien, doit pousser toute la gauche, pas seulement le PS, eh bien, à retravailler ensemble pour définir un nouveau programme commun. C'est ça qui est en jeu dans les mois qui viennent. Alors effectivement, c'est occulté par la presse. Alors peut-être qu'on s'y prend mal aussi. C'est vrai que il
il faut prendre ses marques. Bon, il y a une nouvelle première secrétaire, une nouvelle équipe, il faut qu'elle se mette en place, etc. Bon, mais on n'a quand même pas tellement le temps pour mener la campagne qui s'ouvre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que jeudi est un moment charnière, parce que si la question sociale revient sur le devant de la scène, il devient urgent que les socialistes, sur ce discours-là, redeviennent crédibles. Voilà, alors moi je fais ce que je peux, hein. J'essaye de mettre le poil à gratter que je peux. Bon, si ça prend pas, on fera autre chose, hein. Mais en attendant, on nous a un petit peu confié la responsabilité de reconstruire ce parti. Bon, on va pas cracher sur le morceau. Quand on vous confie les rênes de la chose, et que vous avez une petite fenêtre pour faire évoluer la gauche de la façon la plus économique possible, parce que là, je me dis, c'est une question d'efficacité. Si le PS vole en éclats demain, ça va nous prendre 15 ans à reconstruire la gauche. Si la nouvelle majorité qui s'est dégagée au PS fait les choses comme il faut, et qu'elle redevient la locomotive de la gauche en travaillant avec toutes les forces qui sont prêtes à le faire, là, ça peut aller beaucoup plus vite, surtout si le mouvement social se mobilise. Donc voilà l'enjeu qui est ouvert à partir de jeudi. Depuis très longtemps, le PS n'a pas appelé à une manifestation. C'est un symbole que l'un des premiers actes, ça a été cette motion de censure, plus l'appel à la mobilisation, et nous serons présents dans toutes les villes de France, aux côtés des salariés, et pas seulement pour la photo, mais aussi avec les badges politiques et syndicaux. Il y avait une dernière intervention, et on va clôturer ensuite, on va y en prendre un verre à côté. Juste un petit témoignage par rapport au RSA. Et puis, autres mesures qui ont été prises, c'est quand même un cadeau qui sont faites aux entreprises. Moi, je veux dire, les heures supplémentaires. J'aurais intérêt à payer les heures supplémentaires que de donner des primes de fin d'année. Pourquoi? Parce qu'une prime de fin d'année qui est, à mon avis, qui est due, on va payer plein pot les charges sociales. Les heures supplémentaires, je ne paye que 10%. Donc, croyez-moi, il y a quand même pas mal d'entreprises qui, en ce moment, sont en train de réfléchir comment on peut transformer soit le rachat des RTT, soit les primes de fin d'année en heures supplémentaires où on paiera énormément moins de charges sociales. Donc ça, c'est un calcul tout à fait, je veux dire, basique qui se généralise. En ce qui concerne le RSA, pareil, le RSA, c'est un cadeau qui est fait aux entreprises parce que les précaires, non seulement ceux qui travaillent 10 heures, 15 heures dans une grande surface ou ailleurs, on va commencer encore à rabaisser ça en disant vous avez un complément qui est le RSA. Donc c'est des cadeaux qui sont faits en règle générale au patron. Et j'en suis encore un. Et autre exemple, c'est sur le dégrèvement des charges sociales sur le SMIC. Moi, je connais nombre d'entreprises, entre autres dans les prestataires de l'automobile, enfin les sous-traitants automobiles, où sur 300 personnes, vous en avez 150 à 200 qui sont payés au SMIC, qui n'espéreront jamais avoir un centime d'euro en plus, parce que l'entreprise va payer des charges sociales au-delà du SMIC. Un cadeau qui est fait, embauché au 1er janvier, et vous ne paierez pas de charges sociales. J'ai embauché au 1er janvier. Mais comme je paye un technicien 1850 € salaire brut, j'ai le droit à rien. Si je le paye au SMIC, j'ai le droit à quelque chose. Donc, toutes ces mesures, ça tire les salaires vers le bas, ça tire le pouvoir d'achat, ça tire la consommation sur le bas. Donc, à chaque fois, il y a une déformation, et pourtant, Sarkozy, le RSA, il a eu un discours marxiste. On va le faire payer par le capital. Et le capital, c'est quoi? C'était sur l'épargne. Et on a cru que Sarkozy allait prendre sur les profits financiers. Non, pas du tout. On prenait sur les intérêts des livrets de caisse d'épargne. Oui, puisqu'il y a un bouclier fiscal. Alors, un petit mot sur les Chinois. Bon, je suis dans une profession, on est très concurrencé par le matériel chinois. Mais ceci dit, c'est aussi un capitalisme d'État. On a affaire à un capitalisme d'État où, effectivement, l'État, c'est pas un communiste. Moi, j'ai travaillé en Union soviétique et je peux vous dire que je n'ai jamais considéré que l'Union soviétique comme étant un pays communiste. Mais, pour la petite histoire, on a critiqué, on a raison de critiquer, si vous voulez, le manque de liberté syndicale des salariés, etc. Le Parti communiste chinois, lors de son congrès en 2008, a ouvert très très légèrement, augmenté légèrement les droits
aux salariés chinois. Les premiers qui ont été dire, bah, c'est ceux qui ont décentralisé là-bas, délocalisé en Chine, dire attention, si vous faites ça, nous on va ailleurs. Donc on critique les Chinois parce qu'ils n'ont pas le droit de droit, à raison. Dès l'instant qu'ils arrivent à en obtenir un petit peu, ceux qui leur donnent du travail ou qui ont délocalisé là-bas disent attendez, si vous en avez trop, nous on repart. Donc ça aussi, c'est quand même le problème du capitalisme et les contradictions du capitalisme. Pour la conclusion. Si, alors sur les heures supplémentaires, si, ce qu'on dit assez peu, c'est que elles ont été budgétées sur le nombre d'heures supplémentaires qui avaient été faites l'année d'avant. Donc comme quoi on s'attendait pas vraiment à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Et puis dans un contexte de crise, c'est un instrument à fabriquer des chômeurs, quoi. Pour encourager, en cas de reprise d'activité, à donner du travail plutôt aux gens en place par les allègements de cotisation. Bon, sans compter que sur le pouvoir d'achat, contrairement à ce que pense la droite, c'est un effet mitigé. Parce que si vous baissez d'un côté les cotisations sociales, il va falloir financer le déficit de la Sécu. Donc comment vous faites ? Bah, soit vous relevez la CSG, soit vous créez des franchises médicales, soit vous créez une TVA sociale, enfin vous montez la TVA tout simplement, ce qui est prévu dans les cartons de la droite. Et dans tous les cas, vous allez reprendre d'une main ce que vous avez donné de l'autre, quoi. Donc l'effet au bout du compte n'est pas garanti. Alors, après, sur les histoires de baisse de cotisation au niveau du SMIC, je suis d'accord avec vous, ça a créé des trappes à bas salaire. Tout à fait. Mais justement, là, on a un débat interne aussi au PS. Moi, je suis de ceux qui pensent que les baisses de cotisation sur les bas salaires, ça n'a pas servi à grand-chose. Ça a créé de nombreux effets pervers, et puis ça a profité surtout aux grosses entreprises, qui n'en avaient pas forcément besoin, ce qu'on appelle les effets d'aubaine. Bon, du coup, là, au PS, on a un peu tourné en matière de débat fiscal d'aide aux petites et moyennes entreprises. On ne dit plus baisse des cotisations sur les bas salaires, on dit qu'il faut moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices, de l'utilisation des bénéfices par les entreprises. C'est quand même un tournant qu'il faut noter. Alors, il s'agit de quoi? C'est pas une usine à gaz du tout. Il s'agit de reprendre ici la mesure qu'avait inventée Michel Rocard en 1989, qui consistait à créer 2 taux d'impôt sur les sociétés. À l'époque, c'était un taux à 42 pour les bénéfices distribués aux actionnaire et un taux à 34 pour les bénéfices réinvestis. Et donc, un taux modulé qui bénéficie naturellement beaucoup plus aux PME qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer et qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, on peut, sans créer de trappe à bas salaire, développer l'emploi dans les PME et compenser éventuellement les effets de la hausse du SMIC qu'on propose par ailleurs, puisque cette fiscalité est plus favorable aux entreprises qui créent des emplois. Donc vous voyez que sur tous ces aspects-là, il y a une réflexion qui est engagée, que ne connaît pas le grand public, parce que les médias, ça ne les intéresse pas, quand on leur parle de ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'il y a un débat intense. Il n'y a pas si longtemps, dans la commission des experts économiques du PS, on me regardait drôle. Là, ils sont un peu en train d'évoluer, quoi. Alors, le vent tourne. Il y a eu une tempête ce week-end. Peut-être que ça va inciter EDF à revoir ses plans, l'État à revoir ses plans dans EDF. Et puis peut-être qu'il y aura une tempête sociale dans 2 jours, et puis qui va pousser peut-être le Parti socialiste à revenir là où il n'aurait jamais dû s'en aller. Voilà, une liste de conclusion. Merci beaucoup Lim pour cette soirée, pour d'être déplacé jusque nous ce soir à Avranches. Je vous recommande d'essayer dans toutes les bonnes librairies l'ouvrage
le dernier ouvrage de Lynn, le dernier qui est paru en tous les cas, qui s'appelle Sarconomics et que vous pourrez trouver à la sortie si vous le souhaitez. Voilà, écoutez, je pense que la section d'avance nous a préparé un rafraîchissement à l'extérieur de la salle. Merci de votre participation et écoutez, à une prochaine fois pour un autre rendez-vous de ce type. Merci à vous. Tout à fait. Il y a un autre rendez-vous le 11 février. Excusez-moi avant de partir. Le 11 février, nous avons invité l'association France-Palestine Solidarité, qui pourra nous faire un historique et projeter un film au rôle à propos des événements de Gaza et exposer un point de vue qu'on passe vraiment dans les médias. Donc le 11 février, à Avranches, salle de Noël à 20h30.